5-10 minutes académiques. On vient avec un petit retard qui est, je pense, la norme. Donc, mon nom est Vincent Vautret, je suis directeur du CRDP, le nouvellement nommé Centre de recherche en droit prospectif. Le public disparaît pour se faire substituer par la notion de prospectif qui correspond, me semble-t-il, un peu plus aux recherches actuelles qui sont faites par l'ensemble des chercheurs. Comme je l'ai déjà mentionné dans cette salle, dans un autre contexte, le CRDP dans un contexte de rénovation assez substantielle sur le plan de sa structure. Le CRDP va devenir un centre situé à l'Université de Montréal, mais avec des partenaires de McGill et de Laval. Donc une structure assez importante tant sur le plan substantiel que structurel, dont j'aurai l'occasion de vous parler à d'autres occasions. D'ailleurs, dans le cadre de cette structuration, le cycle de conférence que vous voyez aujourd'hui sur les matinées de la justice. Alors matinée, pourquoi? Parce que le CRDP, dans sa nouvelle mouture, va faire des activités un petit peu comme le soleil qui ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. Et les conférences du CRDP se feront à toute heure du jour et de la nuit. Donc on a les matinées de la justice, on aura les midis jeunes chercheurs, on aura les après-midi de la recherche, on aura les 5 à 7. Pardon? Les 5 à 7 de la justice. Ouais, dans les nuits de la 5 à 7 de la justice. Puis c'est les nuits de la justice aussi qu'on va faire avec une fois par année avec le Cégep du Vieux-Montréal. On demandera à des chercheurs du centre de venir présenter à un public plus élargi, pas uniquement des avocats. Je suis inquiète là qu'on m'ait regardé en parlant de la nuit. Non, moi je t'ai vu parce que c'était ton moyen de captiver des auditoires de jeunes cégepiens. Et donc voilà, et donc ceci est la première activité des matinées de la justice, donc qui va, comme vous l'avez vu, s'appellera la justice climatique. Vous verrez sur le programme en fait qu'il y a plusieurs conférences qui se donneront sur la justice médicale, la justice numérique, justice fiscale aussi, la prochaine activité au mois de novembre, avec le professeur Provencher notamment. Et etc. Donc on a une série d'activités de ce genre qui se donneront au courant de l'année 19. Avant de vous présenter, les deux conférenciers, puis ce sera plus rapide, je voudrais donner la parole à Virginie Mesguich, qui est ici à l'UDM, la responsable, je pense que je vais maltraiter son titre, mais qui est la responsable en fait, des relations avec les diplômés. Et elle nous aide dans l'organisation de certain nombre de conférences dans ce cycle-là. Et je l'en remercie. Et je voulais lui laisser la parole. Quelques minutes. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie qu'on n'ait pas écorché mon nom pour une fois. C'est assez rare. Et je suis conseillère en relation avec les diplômés, donc responsable, j'aime bien aussi finalement. Est-ce que vous êtes diplômé de l'Université de Montréal parmi le public? Madame? Bon, bah, génial. Alors c'est très bien. Souvent le réseau n'est pas connu parce qu'on est un réseau qui existe depuis seulement 2 ans. On offre des activités scientifiques, on participe comme aujourd'hui, des activités culturelles aussi. Et je vous annonce, c'est pour ça surtout que je voulais prendre la parole, c'est que nous avons 2 activités pour lesquelles nous sommes partenaires culturels au mois de novembre. 12 novembre à l'Opéra de Montréal. Vous avez un tarif préférentiel suivi d'un cocktail, enfin précédé pardon d'un cocktail. Et alors vous savez que c'est assez cher l'Opéra de Montréal, là c'est 45 $, incluant le cocktail. Et la deuxième activité c'est avec le TNM et c'est le 21 novembre, également précédé d'un cocktail. Vous avez l'information à l'avant. J'ai mis plusieurs documents aussi à l'avant comme notre vue, etc. Sachez aussi qu'on va lancer une grande campagne de mise à jour des coordonnées, c'est-à-dire que vous ayez refusé ou accepté de recevoir nos informations, vous allez néanmoins recevoir le courriel et vous allez pouvoir donner votre accord explicite, sachant que est-ce que vous voulez ou non avoir nos informations. Et à ce moment-là, on saura à qui on s'adresse et vous aurez toutes les informations. Comme je vous dis, il y a différents aussi rabais d'autres ordres, des assurances, des rabais sur des journaux, des abonnements à des périodiques. Je reste là toute la matinée, je serai là jusqu'à 11h30. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. Merci Vincent Vautret. Je ne vais pas écorcher son nom parce qu'on se connaît depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Virginie a déjà été coordonnatrice du CRDP, c'était 4 ans. C'était un autre siècle ou au début? Oui,
Ouais, Non, même pas. Voilà. Alors, sans transition, les deux conférenciers, alors vous les connaissez, là je vais les présenter en 2 secondes. Hugo Tremblay aura la charge de faire pendant une trentaine de minutes une présentation sur ce thème, cette thématique-là de justice climatique. Donc, Hugo est professeur ici à la faculté de droit, spécialiste en droit de l'environnement, et donc les membres du CRDP depuis quelques années. Et suite à ça, en sachant que la présentation de Hugo a été transmise hier à Corinne Gendron, qui est professeur à l'ESG, à l'UQAM, que vous voyez, qui est responsable département de stratégie et responsabilité sociale et environnement. C'est Madame RSE, pour ceux qui connaissent la terminologie, qui a beaucoup travaillé sur la responsabilité sociale des entreprises, cette forme de gouvernance qui a de plus en plus cours dans la manière de réguler les activités humaines aujourd'hui, notamment les activités environnementales. Alors merci Corinne de faire une réponse un peu spontanée, en 10-15 minutes, c'est ça qu'on avait convenu, je crois, sur la présentation du groupe. Merci. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup Corinne aussi d'avoir accepté de répondre à cette présentation. Merci à vous tous d'être là. Alors, dommage qu'on soit situé parce que j'ai toutes les réponses à apporter à ces grandes questions. J'ai en fait pas de grande réponse. Si vous permettez, on va procéder de façon assez impressionniste parce que ce sont de très vastes sujets. Et comme on est si peu, peut-être, si ça vous tente, d'intervenir, en fait, de poser des questions au fur et à mesure que vous voyez la matière défiler sur les diapositives. Il est possible que je doive accélérer à un moment donné parce que je me rends compte qu'en 30 minutes, j'ai pas mal de matière. Mais quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à poser des questions si jamais il y a des choses qui vous interpellent particulièrement parce que je m'en rends compte à l'avance. Il y a certaines choses que je vais dire là, qui sont justement prévues pour choquer un peu, en tout cas provoquer de la réflexion certainement. Donc, comment je vais procéder? 3 grandes parties. Dans la première partie, à propos des inégalités environnementales, je vais voir comment le contentieux relatif à la crise climatique, là, donc climate litigation qu'on appelle en anglais, comment ça peut être relié au problème d'inégalité environnementale. On va voir ça par le biais de certaines causes particulières et ensuite on va procéder un petit peu par cercle concentrique si l'on veut en rejoignant des idées un petit peu plus générales qui permettent d'encastrer les problématiques très particulières, très précises qu'on voit dans la première partie relative à l'inégalité environnementale. Donc en commençant à réfléchir au sujet de cette présentation-là, c'était la semaine dernière que j'ai commencé à réfléchir au sujet de la présentation et c'était le matin donc, du 23 octobre et en lisant les nouvelles, donc je me suis dit, bon, vous voyez, vous êtes tous au courant qu'il y a un cap and trade, un système de plafonnement et d'échange qui lie le Québec et la Californie. Et l'administration Trump, dans son immense sagesse face à la crise climatique, a décidé de contester la validité constitutionnelle en droit américain de l'action californienne, de l'État californien. Et l'argument étant essentiellement que la politique étrangère américaine est une prérogative, une chasse gardée de la présidence, donc de l'exécutif, et donc d'argumenter aussi que les liens qui sont établis entre la Californie et le Québec constituent essentiellement l'utilisation de ce pouvoir en affaires étrangères. Il s'agit probablement d'une vendetta politique de la part de Trump parce que selon les échos que j'ai vus là, sur les différents blogs spécialisés en droit constitutionnel et en droit d'environnement aux États-Unis, c'est vraiment assez clair que la doctrine constitutionnelle américaine ne devrait pas poser, en tout cas sur cette base-là, ne devrait pas poser un gros problème pour le Cap and Trade, le Western Climate Initiative qui lie le Québec à la Californie. Pourquoi? Parce que l'action des États est illégale uniquement lorsqu'elle est contraire à la politique étrangère que tente d'imprimer la présidence, l'exécutif américain. Et dans ce cas-là, la politique étrangère américaine est inexistante, en fait. Donc, c'est inexistante, à partir du moment qu'il est sorti de l'accord de Paris, on peut dire que c'est ça son action? Oui, absolument. Donc, parce que le même problème va se poser avec
des contestations judiciaires au niveau canadien. Est-ce que vous faites référence à la taxe de carbone? Oui. Oui? Ben, oui, effectivement. Puis j'ai l'impression que dans ce cas-là, il s'agit plus d'un partage de compétences législatives. Tandis que dans ce cas-là, il s'agit de l'exécutif américain qui conteste l'action de l'exécutif californien. Donc il y a certaines différences en matière de droit constitutionnel pur. Par contre, ce recours-là auquel je fais référence, là, le Dormant Commerce Clause, qui est un recours en droit constitutionnel américain qui pourrait être intenté par d'autres États, des États voisins en fait de la Californie, qui pourraient s'appuyer sur cette doctrine-là pour tenter d'invalider le système de plafonnement et d'échange américain. Ce serait beaucoup plus similaire à tout le contentieux actuel entre l'Ontario et le fédéral, puis le Manitoba ou la Saskatchewan. Merci. Mais donc, pourquoi c'est intéressant? Parce que, en fait, je me suis rappelé en fouillant dans mes mémoires que ce n'était pas la première attaque en justice contre le système californien. Il y en a déjà eu, les deux qui sont un petit peu en pâle. Donc, dans le premier cas, il s'agissait essentiellement d'argumenter. En fait, c'était donc un groupe, un lobby patronal qui tentait d'argumenter essentiellement que le système de plafonnement et d'échange était l'équivalent d'une taxe. Et en Californie, il faut une supermajorité pour voter des lois en matière de taxes. Comme vous le voyez ici très brièvement, en fait, cet argument-là a été rejeté par les cours. Donc, ça, la porte est fermée là-dessus. Et en fait, d'ailleurs, on voit à partir de 2017 en Californie que le système de plafonnement et d'échange a beaucoup maturé. C'est-à-dire que ces recours-là faisaient peser une incertitude quand même très, très significative sur le système de plafonnement californien, qui faisait en sorte qu'il y avait des douleurs de croissance. Là. Disons que le prix de la tonne de CO2 en Californie battait de l'aile, justement parce que la validité juridique, la légalité du système de plafonnement californien était remise en doute. Une autre action qui avait été présentée en 2012, essentiellement, c'est un recours en contrôle judiciaire bête et méchant, là, comme quoi les réglementations californiennes qui mettent en place le système de plafonnement dans cet État-là n'étaient pas conformes à la loi cadre californienne qui date de 2006. Le juge a rejeté ce recours-là, mais c'est un petit peu la même solution qu'en droit canadien lorsqu'on tente d'invalider l'exercice d'un pouvoir délégué qui était délégué du législatif à l'exécutif par le biais d'une supposition habilitante. Bon, ben, c'est très difficile à faire. Un petit aparté d'ailleurs, c'est je ne sais pas si ceux qui suivent un petit peu la scène québécoise, mais en ce moment, il y a une compagnie d'exploration des hydrocarbures au Québec qui tente d'invalider un règlement qui empêche, ou en tout cas qui met des bâtons dans les roues de la fracturation hydraulique dans les bassins du Saint-Laurent. Donc, c'est le même type de patron là, de contrôle judiciaire. À mon avis, il n'y a pas plus de raison que ça fonctionne en droit administratif canadien que ça l'a fonctionné, même si les régimes sont par ailleurs complètement différents. Et finalement, la raison pourquoi je passe cette présentation sur l'inégalité environnementale en parlant des contestations du cap and trade californien, c'est ça qui traînait dans mes mémoires. Je finis par retrouver. Donc, c'est un recours qui a été intenté par Coalition for a Safe Environment contre l'organisme administratif qui est en charge de l'application du système de plafonnement californien. Et la contestation a été établie sur la base du Civil Rights Act. Donc le titre 5, le Civil Rights Act, vous le savez tous probablement, ou vous l'avez déjà su et l'avez oublié, c'est essentiellement ce qui est né à la suite de l'émancipation des communautés afro-américaines aux États-Unis. Et donc, c'est lié à toute la mouvance en droit américain sur affirmative action. Et je le mentionne parce que ça peut être lié aussi aux réflexions qu'on va mener à l'égard du recours qui a été pris par enjeu. Je pense qu'il y a certains parmi vous qui étaient, je vois Sophie là-bas, qui est certainement au courant de l'action collective qui a été intentée par Environnement Jeunesse.
Mais donc, ça pose toute la question non seulement de la protection des droits de la personne, mais donc des obligations positives de l'État pour favoriser la mise en place, si on veut, là, ou le respect de ces droits de la personne. Et dans ce cas-là, les faits qui donnaient lieu à ce type d'argumentaire-là, c'était qu'essentiellement, comme c'est très souvent le cas dans les zones où le développement industriel intensif a été mené, c'est des populations très pauvres qui habitent aux environs des complexes industriels qui sont très polluants. C'est un petit peu la même chose ici, même à Montréal, en fait. Là, pourquoi les quartiers les plus pauvres sont situés historiquement, je parle à l'est, c'est parce que les vents dominants soufflent de l'ouest vers l'est, et donc c'est les quartiers les plus pauvres qui sont exposés là, aux émissions de polluants atmosphériques. Et donc, je ne prendrai pas la peine de lire ça, mais ce que vous voyez essentiellement, c'est que les populations qui sont implantées au voisinage des émetteurs assujettis au système de plafonnement californien sont vraiment des populations très défavorisées. Et cette action-là n'a pas été continuée, c'est-à-dire qu'elle est toujours en suspens. Je vous ai mis là un lien abrégé, mais vous pouvez toujours aller lire, c'est très intéressant par ailleurs, là, mais pourquoi ça n'a pas été, pourquoi ça reste en suspens, je pas dans le secret des dieux, j'ai aucune idée, mais ça me semble quand même un peu tiré par les cheveux, là, sans être un expert loin de là, de droit américain. Je ne sais pas dans quelle mesure ça pourrait être accueilli favorablement par un juge. Par contre, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous ouvre la porte sur la réflexion justement à propos de cette inégalité environnementale, c'est-à-dire comme l'idée générale étant que les populations les plus pauvres, en général, sont celles qui font le plus face à la dégradation environnementale, à la crise climatique, etc. Les inégalités environnementales peuvent aussi fournir sujet à réflexion dans le cadre des lois canadiennes qui abordent la lutte contre les changements climatiques. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois en fait, c'est une autre nouvelle. En Alberta, il y avait un système de taxes sur le carbone qui imposait un prix, en fait, un certain prix pour les émissions, par exemple, des émetteurs de gaz à effet de serre qui produisent du pétrole provenant des sables bitumineux. En vertu d'un accord cadre pan-canadien sur le changement climatique qui date de 2016, en fait, toutes les provinces doivent mettre en place des mesures équivalentes à ce qui existait jusqu'à très récemment en Alberta. L'équivalent au Québec, c'est le système de plafonnement justement qu'on a qui est lié à la Californie. Par contre, compte tenu des élections qui ont eu lieu en Alberta au cours de l'été, c'est les conservateurs qui sont arrivés au pouvoir, qui sont en train de démanteler tout ce qui a été fait par le gouvernement précédent, y compris la fameuse taxe sur le carbone qui était en vigueur jusqu'à ce moment-là. Donc, l'Alberta adopte, le nouveau gouvernement albertain adopte en juin 2019 une loi pour mettre fin à cette taxe-là. Alors, Ottawa impose une taxe fédérale à l'Alberta pour que ce soit politiquement acceptable, si l'on veut. 100% des revenus qui sont tirés de cette taxe-là vont être retournés, en principe, à l'Alberta, mais sous quelle forme? Sous forme de crédit d'impôt. Et c'est là, encore une fois, qu'on retrouve cette idée d'inégalité environnementale. Pourquoi? Parce que si on se penche sur la littérature spécialisée, les économistes nous disent que c'est les retours d'impôt, la redistribution des revenus d'une taxe de carbone par le biais de crédits d'impôt, c'est une mesure régressive, c'est-à-dire qu'elle avantage les segments de la population albertaine qui sont les plus avantagés. Donc, on ne rentrera pas dans toute la question relative aux changements climatiques qui sont liés de façon très claire
aux inégalités sociales, c'est-à-dire au niveau global, les pays les plus pauvres, les pays en voie de développement sont ceux qui vont assumer ou qui vont devoir écoper là, des impacts négatifs les plus importants des changements climatiques. Évidemment, les pays riches sont un peu plus immunisés contre les changements climatiques, tout simplement parce qu'ils ont plus de moyens pour se prémunir. Donc ça ne fait pas vraiment l'objet d'un débat. La littérature, même la littérature économique, qui a tendance à être un petit peu conservatrice, est très claire à ce sujet-là. Donc, pour continuer sur la réflexion de la taxe de carbone albertaine et de son remplacement fédéral, les économistes nous disent que les taxes sur le carbone sont reconnues comme le mécanisme le plus efficient. Et là, ça c'est du jargon économique. Ce que j'en comprends essentiellement, c'est que l'efficience, c'est la maximisation de la valeur sociale, donc la maximisation de la richesse en société. Ça ne veut pas dire que la redistribution ou la distribution de cette richesse-là va être égalitaire. Ça veut tout simplement que la masse totale de la richesse va être maximisée par la taxe sur le carbone si on la compare à d'autres options d'intégration des externalités environnementales. Alors, ce qu'il faut comprendre, et ce que en fait, c'est justement le but de ce papier-là sur lequel je suis tombé vous voyez, ça a été publié en septembre 2019. Les taxes sur le carbone, en fait, peuvent amplifier les inégalités existantes. Ça dépend de la façon dont les revenus issus de ces taxes-là sont redistribués. Pourquoi? Tout simplement parce que les pauvres dépensent une plus grande proportion de leurs revenus pour des biens qui sont à très haute intensité en carbone. Et donc, ce que les économistes nous disent, c'est que les réductions d'impôts sur les revenus et sur le capital accroissent les inégalités. Donc, en gros, de façon théorique, la solution qui est retenue par le Canada accroît les inégalités. Pourquoi? Parce que la redistribution des revenus de la taxe de carbone fédérale va profiter à ceux qui sont au segment, au 4e ou 5e quintile des revenus de la population qui sont les plus riches. Ce que donc, ce papier conclut, c'est que la redistribution vers des dividendes égaux per capita est la façon de redistribuer qui minimise le plus les inégalités. Donc, il y a des questions qui se posent, évidemment, à l'égard de très nombreux schèmes juridiques là, de prise en charge de la lutte contre les changements climatiques. Un autre exemple, c'est l'action collective sur les changements climatiques d'environnement jeunesse, dont je vous ai déjà parlé, qui fait couler énormément d'encre. Donc là, vous avez quelques références, si jamais ça vous tente de creuser un petit peu plus. Environnement jeunesse, la demande a été présentée en novembre dernier. Il y a un jugement sur une question de reconnaissance du groupe. Donc l'accréditation du groupe de l'action collective a été refusée par la Cour supérieure, le juge Morrison, en juillet 2019. Et on va rentrer dans les détails un petit peu plus loin, mais sachez que si jamais c'est le temps de creuser en droit positif pur, là, disons ce qui se fait devant les tribunaux, vous avez quand même certaines sources ici qui peuvent être très intéressantes, notamment l'article de professeure à l'Université d'Ottawa, Nathalie Chalifort, qui est en droit constitutionnel, Jessica Earle, qui ont publié un excellent papier dans la Environmental Law Review. Et donc, simplement pour vous dire aussi là, que ce contentieux du climate litigation qui se pose essentiellement la question des inégalités environnementales, il est en train de devenir gigantesque. C'est vraiment en train de devenir un secteur de droit extrêmement touffu, très dense et très vibrant. Donc, il y a à peu près 1100 actions aux États-Unis qui sont reliées de près ou de loin au contentieux climatique. Il y en a 18 cas au Canada. La fameuse taxe sur le carbone, ça en fait partie. Évidemment, l'action collective, l'enjeu en fait partie aussi. Alors, quel est le contexte qui est invoqué par Environnement Jeunesse? D'abord, le contexte de la crise climatique, d'abord, il faut souligner les risques de ces changements climatiques. Accroissement de décès, dérèglement climatique qui mène à des sinistres naturels extrêmes. Donc, on peut penser aux inondations de ce printemps. Est-ce qu'il y a un lien scientifique direct qui peut être établi avec les changements climatiques?
C'est certain que ce sont des inondations qui, au niveau statistique, devraient se produire une fois tous les, je sais pas, 10 000 ans, je pense. Donc, mortalité causée par l'accroissement des canicules. La liste est très longue, en fait, et donc cette liste-là est dressée dans l'action d'Environnement Jeunesse. Face à ça, voici l'action de la communauté internationale. Il y a des cibles climatiques qui sont établies, c'est-à-dire un degré de réchauffement maximal qui doit être visé afin d'éviter que le système météorologique ou le système climatique global verse dans un autre état beaucoup moins stable qui pourrait aller jusqu'à ce qu'on surnomme le scénario vénusien, c'est-à-dire qu'il y a des effets de seuil qui précipiteraient ou qui basculeraient le changement, le système climatique dans une espèce d'enfer invivable. On parle d'une température de la surface de la Terre de 400 degrés, etc. etc. Donc ça, c'est pas probable. C'est une possibilité qui est envisagée par les scientifiques. Et là, je ne parle pas d'une frange un peu marginale des scientifiques. Là, je parle du GIEC, là, le groupe, le panel intergouvernemental des Nations Unies. Là, on parle de plus de 10 000 scientifiques au niveau international. Donc, essentiellement des cibles a priori un maximum de réchauffement de 2 degrés Celsius. Ce qu'on se rend compte avec les avancées de la science, c'est qu'on est mieux de ne pas dépasser 1,5 degrés Celsius. Mais on est en ce moment sur une trajectoire, là c'est des chiffres très conservateurs, là, supposément plus haut que 3 degrés, mais en fait ce serait probablement, vu l'avancement continu de la science, là, ce serait probablement plus juste de parler de réchauffement de 4 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Donc c'est vraiment, on est en train de dépasser là, tous les garde-fous. Et le Canada lui-même, en fait, s'est déjà réchauffé au-delà, en moyenne, pour l'ensemble de son territoire. C'est déjà, sur une base annuelle, c'est déjà réchauffé au-delà de ce 1,5 degré Celsius. Donc, on est en train de flirter avec le désastre total. Et c'est à ça que tente de répondre, ou tente de s'accrocher l'action collective sur les changements climatiques d'Environnement Jeunesse. Et là, c'est très important de comprendre ce qui est, en tout cas pour l'aspect purement juridique des choses, là, ce qui est reproché au gouvernement canadien, c'est l'adoption de cibles inappropriées. Et à la prochaine diapositive, en fait, je vais avoir un petit schéma là, pour vous présenter ça. Donc, l'adoption de cibles inappropriées et aussi l'omission de mettre en place des mesures nécessaires pour atteindre ces cibles. C'est important de comprendre en fait cette dualité des reproches qui sont faits contre le Canada. Pourquoi? Parce que ça joue sur une série de questions très importantes en droit constitutionnel canadien. Je vous parlais tantôt des obligations négatives en vertu de la Charte versus les obligations positives. Je ne sais pas si j'avais été suffisamment clair à cet égard-là. Est-ce que tout le monde m'avait suivi là-dessus? Plus ou moins? Oui. Donc, les obligations, en fait, ça fait référence aux générations de droits. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en droit international public. Là, les droits de la personne sont liés à des obligations négatives. Ça, c'est des droits qui sont plus comme la liberté de parole, les droits politiques et civils. Des droits qui sont plus positifs, c'est-à-dire qui requièrent une action positive de l'État, afin de les mettre en œuvre, comme le droit au travail, par exemple, qui était dans un contexte d'affrontement des blocs Est et Ouest au milieu des années 70. C'était lié donc au bloc communiste. Mais donc, là, ça vous donne une idée, là, ce petit tableau, là, des cibles qui ont été établies et de la façon dont on est en train de rater ces cibles-là. Ce qui est important de comprendre, en fait, c'est que tout ce qui excède les petits points rouges, c'est dans trop, là. Donc, c'est pas ce qui se passe à la fin de la courbe qui est important, c'est tout ce qui est en dessous de la courbe qui est important. Donc, essentiellement, il faudrait que la courbe se retrouve au niveau des points rouges.
Et c'est sur cet argumentaire essentiellement que s'appuie Environnement Jeunesse. Quels sont les fondements de son action? Droit à la vie, droit de vivre dans un environnement sain, protection de la biodiversité, l'article 46.1 de la Charte des droits et libertés de la personne. Et finalement, là, on retrouve l'inégalité environnementale, le droit à l'égalité qui est protégé par l'article 15 de la Charte canadienne. Donc, il y a aussi un aspect de faute civile, mais ça, c'est de la haute voltige en droit positif, donc on n'en parlera pas. Comme je vous le disais, le juge Morrison de la Cour supérieure dans le district de Montréal a refusé d'accorder l'accréditation du groupe pour des motifs qui sont contestés. En fait, le CRDP avait organisé une table ronde pour réfléchir à ces questions-là et maître Anne-Julie Asselin, il y a 2 semaines ou 3 semaines, a fait une présentation justement sur les motifs ici dans cette salle même, sur les motifs d'appel. Donc, très intéressant. On n'a pas encore de date de plaidoirie, mais c'est vraiment une histoire à suivre. Quant à l'aspect, au fondement qui porte précisément sur l'égalité environnementale, est-ce que le recours est bien fondé? Essentiellement, l'idée, c'est que l'inaction ou l'action inappropriée du Canada fait porter un fardeau disproportionné aux jeunes, compte tenu de l'ensemble des risques et des impacts négatifs des changements climatiques. J'ai souligné une diapositive précédente. Et donc, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les sites de réduction comme action gouvernementale, est-ce que c'est assujetti au contrôle de la Charte par les tribunaux? Certainement, il y a suffisamment de précédents pour dire que de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de danger que ça fournisse matière à un rejet de l'action. Ensuite, le droit à la même protection et aux mêmes bénéfices que la loi confère, par opposition à la simple égalité devant la loi, ça donne ouverture, si l'on veut, au type d'argumentaire qui est amené par Environnement Jeunesse. Donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'inquiétude de ce côté-là. Pour en arriver aux étapes cruciales de l'analyse de la violation à l'égalité en vertu de l'article 15, il faut d'abord une différence de traitement, un motif de discrimination, dans ce cas-là, c'est fondé sur l'âge, et ensuite, deuxièmement, un préjudice. Tout l'aspect du préjudice, en fait, n'est pas contesté par le gouvernement du Canada, en tout cas, de façon préliminaire. Pour l'instant, on ne s'attend pas à ce qu'il soit contesté. Ce qui a été plaidé pour l'instant fait complètement abstraction de cet aspect-là. Ça se comprend d'un côté parce qu'il y a énormément de documents officiels de différentes agences canadiennes, de différentes sources gouvernementales qui reconnaissent l'ensemble des impacts négatifs du changement climatique, qui sont établis, qui sont précisés par le GIEC. Et ce serait effectivement très malvenu de la part du gouvernement canadien. En plus, c'est sur quoi il s'appuie dans la contestation sur la taxe carbone. Absolument. C'est exactement ça. Oui, c'est ça. Et de dire exactement le contraire. Tout à fait. Donc, ce serait possible d'utiliser probablement des plaidoiries dans cette cause-là pour... Rien n'était possible, mais ça serait un petit peu curieux. Oui, tout à fait. Donc c'est plutôt la différence de traitement. Puis là, sur cette question-là, ça se comprend un peu. Et je ne dis pas que ce serait ce sera impossible à établir, mais on peut imaginer qu'il y aurait peut-être plus de difficultés. Donc l'âge, c'est un motif qui est expressément énuméré à l'article 15. Le groupe qui subirait la discrimination est composé de 3,4 millions de Québécois qui sont âgés de moins de 35 ans. C'est beaucoup de monde. La différence de traitement donc, peut résulter de l'effet imprévu d'une mesure. On s'entend que les cibles sont des cibles qui n'établissent pas de façon directe une différence de traitement entre les jeunes et les vieux au Québec. Par contre, la discrimination indirecte est un fondement reconnu pour établir une violation. Par contre, et là vous avez une citation d'une affaire qui se penchait sur des questions d'inégalité en vertu de l'article 15, que je ne vous lirai pas là, mais essentiellement ce que la Cour suprême nous dit, c'est que dans ce cas-là, ce sera peut-être plus difficile d'établir une discrimination en vertu de l'article 15. Quant à moi, en réfléchissant de façon en tout cas certainement non exhaustive, là, si on veut, mais en réfléchissant comme ça, ce que j'entrevois comme embûche pour la démonstration d'une violation sur l'article 15, ça tourne beaucoup aux alentours de la définition du groupe.
Pourquoi? Parce que, est-ce que c'est vraiment que les jeunes qui subissent des impacts négatifs de la part résultant des changements climatiques? Bon, certainement pas. Premièrement, les vieux aussi semblent affectés de façon directe et même disproportionnée là, par les changements climatiques. En fait, la canicule intense qui a été liée aux répercussions des changements climatiques qui est survenue à Montréal en 2017 a causé, je pense, une soixantaine, peut-être même un peu plus, proche de 70 morts, je pense, là, de mémoire. Et 100% des morts sont des personnes qui avaient plus de 65 ans. Donc, est-ce qu'il y a vraiment une différence de traitement, indirecte même? Est-ce qu'il y a un préjudice spécifique pour le groupe des moins de 35 ans? La question se pose, et même si on va un peu plus loin, on peut se dire en fait que le groupe établit une distinction qui est un petit peu arbitraire entre une personne qui a 34 ans, qui est inclue dans le groupe, et une personne de 36 ans. Est-ce que les impacts sont vraiment aussi, en tout cas, aussi différenciés entre ces deux groupes-là? Je sais qu'Anne-Julie a des argumentaires assez, assez élaborés là, en droit pour faire face à ce type de questions-là, mais ça me semble assez prégnant comme problématique quand même. Cela étant dit, cette problématique-là de l'établissement du groupe a posé un problème aussi pour le juge Morrison. C'est sur cette base-là, notamment, il y a d'autres fondements, mais c'est sur cette base-là que le juge Morrison a décidé de refuser d'accréditer le groupe. Donc, bon, il n'en reste pas moins que on a tendance à voir les choses sous format de Polaroid, si on veut. Bon, en ce moment, aujourd'hui même, de façon instantanée, bon, il y a des impacts pour les jeunes, il y a des impacts pour les gens, si l'on veut, le moton dans le milieu, si l'on veut, puis il y a des impacts pour les vieux. Mais ça, c'est de façon instantanée. Par contre, si on regarde les choses, si on imagine la qualité de vie, là, les espèces de la petite tranche de couleur étant des impacts particuliers pour chacun des groupes d'âge. Mais si en fait on imagine les choses de façon longitudinale, donc avec l'accrétion des effets négatifs dans le temps, ce qu'on voit, c'est que, en fait, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont subir aussi les impacts à l'âge mûr, ils vont subir aussi les impacts des vieux. Donc, en gros, leur qualité de vie, elle va être affectée beaucoup plus que tous les autres groupes. Encore une fois, il reste la question plus difficile à trancher de la limite arbitraire entre les différents groupes, mais bon, il me semble qu'il y a quelque chose de fondamentalement vrai derrière cette action-là. Et en fait, cette iniquité environnementale fondamentale, elle me mène à parler de façon peut-être un peu plus, aborder en fait la deuxième partie de la présentation, et parler de façon peut-être un peu plus abstraite de l'iniquité intergénérationnelle. Donc, pour dire essentiellement que les relations entre générations sont à la base fondamentalement inéquitables. On peut imaginer une série d'exemples qui sont énumérés ici là, en bullet points. Donc, la façon d'agir, la façon de décider des générations actuelles est contraint de façon évidente l'action et les conditions de vie des générations futures. Et donc, cette iniquité fondamentale-là, elle est inévitable, tout simplement parce que les générations à venir sont essentiellement des potentialités, des potentialités éventuelles, pardon, excusez-moi, j'ai discuté à prononcer le mot, mais non seulement ça, entre les générations actuelles et les générations à venir, il y a une hiérarchie, mais entre les générations à venir, plus elles se trouvent loin dans le temps, plus elles sont inféodées aux actions des générations qui viennent avant elles. Donc, il y a véritablement une hiérarchie entre les diverses générations, donc une iniquité qui, à la base, viole, si l'on veut, une conception de la justice qui est fondée sur l'égalité. Donc, cette valeur normative fondamentale qu'on associe à la justice de base. C'est pas nouveau, vous allez me dire, ça a toujours été comme ça.
Mais compte tenu de l'Anthropocène, on parle de la 6e extinction massive de la biodiversité, la crise climatique, le scénario vénusien dont je parlais tantôt. Compte tenu de tout ça, on peut se poser la question, est-ce que les générations actuelles peuvent condamner à mort les générations à venir? Bien, la réponse qu'on a actuellement, c'est oui. On peut très bien décider de se suicider en tant qu'espèce. La justification pour ça, je vous laisse juger si c'est acceptable. La justification qu'on a pour ce suicide, c'est développement économique et confort matériel. Donc, la justification d'un suicide, ça me semble assez mince, mais quand on regarde, bon, il n'y a pas juste les droits de la personne, mais quand on regarde les différents vecteurs juridiques qui se trouvent dans le droit positif, dans les sociétés occidentales, on se rend compte que, ben, notamment, les droits de la personne protègent et garantissent la possibilité de ce suicide-là. Donc, par exemple, si tous les individus vivant actuellement choisissaient de ne pas se reproduire, ben, la protection de leurs droits ferait en sorte que, bon, ben, après 25, 50 ans, donc, on se retrouve avec une espèce éteinte. Évidemment, je le dis de cette façon-là parce que de dire l'inverse, c'est-à-dire d'imposer des limites sur la natalité extrêmement strictes, c'est beaucoup plus contestable, mais le processus intellectuel reste le même. Et évidemment, ça fait référence à des très très vieux débats, très acrimonieux débats aussi. Là. Ça fait référence même jusqu'à Malthus, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Malthus. Mais donc, ce sont des questions. Puis de toute façon, on peut se poser la question, est-ce que c'est juste d'imposer cette responsabilité-là à des individus, dans le sens où, disons, le métabolisme techno-industriel de base de notre société en Amérique du Nord, si on projette au niveau global les émissions per capita en Amérique du Nord, c'est-à-dire si tous les êtres humains avaient autant d'émissions de base de carbone que les Nord-Américains, en fait, on dépasserait inévitablement le budget de carbone alloué pour respecter la cible des 2 degrés Celsius. Donc, ça, c'est même si, ce que ça veut dire, c'est que même si vous vivez en Amérique du Nord, mais vous avez individuellement une empreinte de carbone nulle, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de domicile fixe, qui vit dans la rue, etc., vous n'achetez rien, vous n'avez pas d'argent, etc., ben, même là, vous avez votre empreinte de carbone, compte tenu de la société dans laquelle vous vivez, cette empreinte-là est trop grande. Donc, dans un contexte comme ça, est-ce que, même si on est consentant, est-ce que c'est possible de nous attribuer une certaine responsabilité individuelle? Il reste 6 minutes, excuse-moi. Donc c'est ça. L'équité intergénérationnelle, bon, ça pourrait fournir des portes de sortie pour tenter de faire avancer la discussion. Il y a différentes façons d'élaborer ou d'articuler l'équité intergénérationnelle. Vous avez des petits exemples là, imagés avec les règles de bienséance dans un refuge de montagne ici, qui sont un petit peu parlantes. Le concept en droit lui-même est variable. Vous avez d'autres exemples là, qui sont mentionnés. Peu importe la façon dont ça s'articule en droit, le problème, c'est qu'il y a un manque de volonté, essentiellement, un manque de volonté politique. Pourquoi? C'est probablement parce que on est confortable, on a envie de continuer de bénéficier de notre confort, et l'agrégation de ces désirs-là fait en sorte que, bon, on se retrouve à frapper le mur. Je vais passer rapidement pour en arriver, vu que j'ai 6 minutes, là, à la dernière partie de ma présentation à propos de l'inéquité thermodynamique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que c'est les lois de la thermodynamique? L'idée, c'est essentiellement que
il y a plusieurs lois, il y a 4 lois en fait de la thermodynamique. Et ce que les scientifiques nous disent, c'est que l'ordonnancement de la matière est toujours, en fait, dans un système clos, comme l'univers par exemple, ou la Terre, si l'on veut, l'ordonnancement de la matière dégage toujours des pertes. Donc, plus on mène des activités, plus rapidement on se rapproche de la fin des temps, si l'on veut, c'est-à-dire d'un état où la seule énergie qui reste dans le système est une énergie sous forme de détritus qui est inutilisable pour les fins de mener une vie organisée, que ce soit au niveau organique ou social. Une des manifestations de ces lois-là, de la thermodynamique, c'est le rendement énergétique. Le rendement énergétique, en fait, qui décroît depuis la découverte du charbon et la découverte du pétrole. La définition technique là, de ce rendement énergétique-là, c'est le taux de retour, donc l'énergie produite sur l'énergie dépensée. Donc, l'énergie dépensée, c'est l'énergie qu'on utilise pour, par exemple, forer un puits de pétrole. Donc, disons, une unité d'énergie qu'on prend pour aller chercher le pétrole, combien on en tire? Donc, combien d'unités il y a dans le pétrole qu'on retire du sol? Initialement, les taux de retour du pétrole, vous avez peut-être There Will Be Blood, là, le film américain, là, mais donc l'époque du Far West américain ou du Texas, là, où on donnait un coup de pioche dans le sol puis il y avait un geyser de pétrole. Tout ça, c'était fantastique parce que c'était des taux de retour à essentiellement l'énergie produite, c'était 100 pour 1. Donc, c'était fantastique. En fait, ces taux de retour décroissent de façon spectaculaire et maintenant, on est rendu à des taux qui avoisinent les 16 unités pour une unité investie. Donc, ce qui est important là-dedans, là, c'est, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là, pour ceux qui sont plus loin, là, donc, et désolé pour l'anglais, mais donc je trouvais que c'était assez parlant. Ce qui est important, c'est cette colonne-là qui identifie le taux de retour de chacune de ces sources d'énergie-là. Comme vous voyez, l'énergie, la source d'énergie principale de notre système économique là, a subi une décroissance marquée de son taux de retour. Et ce qui est important aussi de remarquer, c'est que pour maintenir, simplement pour maintenir, là je ne parle pas de croissance économique, je parle de simplement maintenir l'organisation économique et sociale à son niveau actuel. Donc on parle d'un taux de croissance de 0. Ce que nous disent les scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là, c'est que le taux de retour énergétique, EROI en anglais, doit avoisiner les 5 à 9%. Et comme vous voyez, la plupart des nouvelles ressources énergétiques qui sont développées, comme par exemple les sables bitumineux, en fait même se trouvent un petit peu en dessous de cette barrière-là. Donc, on se retrouve, et c'est la même chose pour d'autres types de génération de puissance énergétique. C'est peut-être un peu plus avantageux dans certains cas. L'hydroélectricité au niveau global est très alléchante. Une autre façon de présenter les choses, là, c'est la fameuse falaise inversée, si on veut. Il s'agit de comprendre essentiellement que la plupart des nouvelles énergies qu'on trouve ou qu'on suggère comme étant des énergies de transition ne sont pas du tout des énergies de transition, nous acculent en fait à un cul-de-sac énergétique, tout simplement parce que le capital véritable dont on disposait, les énergies fossiles, on l'a dilapidé dans des voyages vers la Floride, etc. C'était simplement pour vous donner une vision de ces débats-là plus québécoises, si on veut. On est super chanceux au Québec. Pourquoi? Parce que le taux de retour ou le rendement, l'efficacité énergétique des centrales est très élevé. Et donc, on nage encore dans une abondance énergétique. Mais tout ça pour dire que les 3 fonctions essentielles d'énergie, c'est maintenir l'infrastructure socio-économique, donc les routes, les bâtiments, etc. Tout ce qui sert au fonctionnement de notre système économique et social. Garantir un niveau de vie, donc manger, dormir sous un toit, etc. Puis assurer la production d'énergie. Tout le reste, s'acheter un téléphone cellulaire, tondre sa pelouse, chauffer sa piscine hors terre, aller en Floride, tout ça, c'est discrétionnaire
et ça se retrouve en fait à être en sus de ce qu'on peut dépenser compte tenu des taux de retour énergétique qu'on dégage en ce moment avec nos filières actuelles. Alors, on se retrouve avec un tableau si on prend une très longue échelle temporelle, que vous voyez ici en abscisse, cette très longue échelle temporaire nous fait prendre conscience, je pense, de la chance qu'on a de vivre dans une ère d'abondance énergétique absolument sans précédent et qui est appelée probablement à se terminer très rapidement. Donc, c'est un tableau d'iniquité thermodynamique et intergénérationnelle un peu accablant. La porte de sortie potentielle de ça, c'est peut-être la fusion. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du grand projet ITER là, en banlieue de Marseille, mais ça reste l'espèce de Deus ex machina technologique, le seul qu'on pourrait imaginer, pour tenter de se déprendre, de se désencastrer de ces limites thermodynamiques inévitables qui font en sorte qu'on est acculé aux iniquités intergénérationnelles et que ceux qui nous suivront ne bénéficieront pas du même flux dont on a bénéficié. Donc c'est un peu c'est peut-être pas très joyeux, mais et je suis désolé d'avoir parlé aussi longtemps pendant l'économie, mais je vous invite soit à poser des questions, soit à écouter Corinne qui peut-être. Je serai pas plus joyeuse. Alors merci beaucoup. Donc comme je le disais, je ne serai pas plus joyeuse. C'est rare quand on parle d'environnement avec le sourire et la bonne humeur. Donc ce sont des sujets quand même qui deviennent de plus en plus graves, puisque plus les années avancent et plus on s'enfonce et moins on a l'impression qu'on pourra agir. Donc merci beaucoup Hugo pour cette présentation dont j'ai apprécié en fait le caractère impressionniste, parce que ça permet de réfléchir, de faire des liens qu'on n'avait pas nécessairement fait, et ça m'inspire un commentaire en 4 petits points. Donc juste en guise de commentaire préalable, j'aimerais préciser que bien que juriste de première formation, je suis quand même sociologue, et donc les commentaires que je vais formuler seront fortement teintés par une perspective sociologique des questions qui viennent d'être soulevées, bien davantage qu'une perspective juridique que je maîtrise beaucoup moins. Donc la première chose que je voudrais mentionner, c'est que lorsqu'on parle d'inégalité environnementale, il faut d'abord reconnaître le fait que la crise environnementale comme telle se manifeste dans une société qui est inégalitaire. Ça peut être perçu comme la palissade, ce que je viens de dire, mais en fait c'est extrêmement important, parce que les phénomènes que la crise environnementale désigne vont d'abord prendre place dans des inégalités existantes. Ces phénomènes vont accroître aussi certaines inégalités, et enfin les mesures qu'on va prendre pour contrer la crise environnementale peuvent susciter des inégalités. Donc tout ça pour dire que lorsque la société fait face à cette problématique environnementale, eh bien, il y aura des jeux d'acteurs pour savoir si on va s'occuper de la crise environnementale ou non. Et la manière dont on va s'en occuper va aussi être le fait d'une dynamique sociale. C'est assez important de prendre conscience de ça, parce que ça permet de comprendre pourquoi il y a certaines actions qui ne sont pas prises, ou certaines façons de voir le problème qui s'imposent plutôt que d'autres, sachant que lorsque vous avez une dynamique sociale avec des rapports de pouvoir, eh bien, les acteurs qui sont en position de domination sont ceux qui vont proposer une lecture de la problématique, et sont ceux qui vont proposer des solutions ou prétendre qu'il n'y en a pas. Alors, un des exemples types de ça, c'est la fameuse injonction des petits pas.
donc qu'on entend depuis plusieurs années déjà et qui vient dire à chacun d'entre nous qu'il faut manger moins de viande, prendre moins de voitures, etc. et que si nous faisons tous notre part, eh bien on va sauver la planète. Pendant ce temps, nous avons de grands émetteurs qui sont responsables de 80, voire 85% et même plus des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y avait pas plus tard que, alors j'ai pas la présence d'esprit moi de faire des diapos de l'actualité, alors que ce serait quand même bien, mais vous l'avez probablement vu, il y a à peu près 2 semaines, on a ciblé les grands émetteurs mondiaux, je crois qu'ils rentreraient dans la salle ici. Et si ces grands émetteurs mondiaux agissaient, eh bien peut-être qu'on pourrait atteindre les cibles qui ont été présentées. Mais plutôt que d'agir, de réclamer de ces grands émetteurs d'agir, on réclame à toute la population d'agir, sachant que le comportement de la population, le comportement de chaque individu n'est pas entièrement libre. Vous devez rentrer dans une infrastructure, ce qui fait qu'il y a des choses qui vous sont présentées comme des choix qui en fait n'en sont pas. Par exemple, la configuration de la ville fait que certaines personnes qui ont par exemple 3 enfants et qui doivent se rendre à un endroit pour les laisser à la garderie et à un autre pour aller travailler, et qui par exemple n'ont pas non plus accès à du transport en commun, n'ont pas vraiment le choix d'avoir une voiture. Alors après on jette l'opprobre sur ces gens-là en disant « Ah, t'as pas fait ta part, t'as pas pris le transport en commun », sauf que le coût individuel de faire ce choix, c'est comme faire porter justement à une personne en particulier toute l'action environnementale pendant que le grand émetteur, par exemple, n'a pas lui-même fait ses efforts. Donc tout ça pour simplement mettre la table sur le fait que lorsqu'on parle d'environnement, il ne faut jamais oublier qu'on est déjà dans un contexte d'inégalité et que la manière d'appréhender la question environnementale et ses solutions est teintée par des inégalités préalables. Alors maintenant, est-ce que le droit à l'égalité, c'est ce que je comprenais du propos de mon collègue, est-ce que le droit à l'égalité, comme principe de base du système de justice, peut être mobilisé pour agir, notamment à l'égard des changements climatiques? Évidemment, quand on parle de justice environnementale, c'est beaucoup plus large, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, le changement climatique étant le problème environnemental numéro 1 dans l'actualité, c'est plus facile de raisonner à partir de ce problème-là. Donc, alors, oui, on a insisté ici sur la question intergénérationnelle, et je pense que c'est celle qui est la plus facile à voir, sauf qu'il y a aussi toute la question géopolitique qui a été analysée par plusieurs auteurs qui montrent que la question des changements climatiques va avoir des effets très différenciés selon là où vous vous situez sur le globe. Alors, à cet égard-là, il y a des anecdotes qui sont quand même assez intéressantes. Vous savez peut-être que la population des Maldives, par exemple, a déjà négocié la relocalisation de sa population avec certains États. Donc on se retrouve dans le scénario, je me souviens plus comment s'appelait le film, mais en tout cas vous avez des Américains qui doivent aller au Mexique et qui sont en train de négocier l'arrivée massive de migrants états-uniens au Mexique, ce qui est quand même assez sympa comme scénario dans le contexte actuel. Mais tout ça pour dire que, en fait, ce scénario de science-fiction se passe actuellement dans plusieurs régions dont on sait qu'elles seront inondées d'ici entre 50 et 100 ans. Et donc, ces inégalités spatiales-là sont quand même assez emblématiques de la question à mon avis, de la question de l'impact différencié des changements climatiques selon là où vous vous situez sur le globe et de la manière dont les États doivent assumer une responsabilité solidaire, donc qui peut aller à l'encontre de la souveraineté que Mireille Delmas-Marty va appeler solitaire des États, et c'est pour ça qu'elle en appelle à une solidarité, à une souveraineté solidaire plutôt qu'à une souveraineté solitaire. Derrière
Donc, toute cette question, je viens de prononcer le mot responsabilité. Je pense qu'en fait, la question qu'on se pose lorsqu'on réfléchit aux inégalités environnementales, c'est comment agir et qui doit agir. Donc, c'est toute la question de la responsabilité. Et là, je diffère d'opinion avec mon collègue sur cette... je ne sais pas si tu allais aussi loin que le droit à, mais en tout cas, sur l'idée qu'on puisse se suicider comme espèce. Donc je pense que là, il y a quand même des réflexions qui ont été faites. D'une part, je pense que le suicide n'est pas un terme approprié, parce que je parlerais plutôt d'un génocide. C'est-à-dire que c'est une portion de l'humanité qui va en éliminer une autre, et non pas une portion de l'humanité qui s'élimine elle-même. Donc je pense que déjà là, le terme me semble mal choisi. Je parlerais plutôt d'un génocide générationnel. D'autre part, je pense aussi qu'il faut tenir compte de la réflexion qui a été faite sur la responsabilité de Kant à Jonas. Donc, Kant qui va énoncer ce grand principe de dire « je ne ferai pas à autrui ce que je ne veux pas qu'autrui me fasse ». Avec Jonas, c'est le principe responsabilité, c'est « je dois agir de telle façon à ce que les générations qui me suivent pourront avoir une vie bonne à l'avenir ». Donc je pense que c'est le principe sur lequel on peut fonder la responsabilité environnementale, et que ce principe-là aussi ne peut être compris que si on tient compte de la structure hiérarchique de la société, ce qui ne me semble pas avoir été fait dans ta présentation, puisque tu as parlé d'individus, et tu as parlé d'individus qui ne pouvaient pas agir. Et ça revient à cette perspective des petits pas que je dénonçais au tout début de mon propos, au sens où il y a des responsables de cette crise environnementale. Il y a des responsables qui peuvent être ciblés. C'est vrai que comme civilisation, comme mode de développement, c'est extrêmement difficile de cibler quelqu'un. Et je pense que là, on pourrait se baser sur des réflexions qui ont déjà été faites, par exemple, en ce qui concerne le régime nazi. Je veux dire, c'est vrai qu'Hitler a été élu par le peuple allemand, mais on considère quand même qu'il y a des responsables politiques qui peuvent être ciblés malgré tout. Donc je pense qu'on est dans un cas un peu similaire. C'est-à-dire que oui, tout un chacun, nous utilisons la voiture, nous mangeons du bœuf, etc. Oui, nous avons une part de responsabilité, mais nous faisons partie d'un système dont nous ne sommes pas les principaux acteurs ou décideurs. Et donc, ce sont ces décideurs qu'il faut cibler. À cet égard-là, pour en revenir à la question des changements climatiques et de la taxe carbone, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qu'on regarde dans le mécanisme du système d'échange québécois, c'est que vous avez quand même cette catégorie qu'on appelle des grands émetteurs. Donc ce sont les grands émetteurs qui sont responsables de compenser leurs émissions, et non pas tout le monde. Donc je pense que là déjà on reconnaît que ce n'est pas l'individu, que c'est bel et bien celui dont l'action va faire une différence, qui est ciblé dans les actions pour la lutte. J'ai beaucoup de difficultés avec votre notion des grands émetteurs. On les a vus, hein? Ils sont à peu près 5-6, c'est toutes des pétrolières, grosso modo. Okay. Vous les faites payer comment? On les fait juste un cap and trade, ils compensent, ils continuent de polluer. De façon là, rationnelle. Si on arrête de polluer. Alors, il faut qu'ils arrêtent, quelque part. OK, il faut sortir du carbone. Si on sort demain matin du carbone, c'est tout le mode de vie de notre société. Moi, je trouve que c'est circulaire. Je veux dire, je peux bien courir après M. Ford pour avoir enlevé les... Mais, vous voyez, là, ils sont alliés avec Trump pour contester les nouvelles normes californiennes. Donc, ces émetteurs-là, je veux dire, je les cible comment? Puis, dans le discours populaire, c'est « Ah, ben, c'est pas notre faute au Canada, je veux dire, c'est la Chine. » Là, entre les deux, je veux dire, c'est notre mode de vie. C'est vrai. Je ne l'ai pas choisi, on me l'a en quelque part imposé. Il a fait mon affaire parce qu'il amène le confort. Alors, comment on fait? Moi, j'ai de la misère avec ce principe-là, juste de cibler les émetteurs, je veux bien, mais si on les cible et qu'on arrête vraiment, c'est le mode de vie au complet. Fait que c'est circulaire. Je veux dire, on ne peut pas juste dire, on va aller chercher les émetteurs. C'est nous. On est tous,
c'est justement ça. L'ennemi, c'est pas les Russes, c'est pas les Chinois, c'est pas le communisme, c'est chacun de nous, la façon dont on vit, puis qu'est-ce qu'on a accepté. Bon, je suis désolée, mais je pense que les êtres humains sont dénaturés. Ça fait longtemps qu'ils ne vivent plus avec leur environnement. Avec raison, ils vont passer tous les coups à Noël. Je ne suis pas en désaccord avec vous au sens où, bien sûr, que c'est la question du mode de vie. Ce que je dis, c'est qu'en ce moment, le discours est complètement débalancé, avec une responsabilisation que je trouve excessive sur les actions individuelles par rapport aux actions des grands émetteurs. Et les grands émetteurs, vous pouvez dire que leur demander d'agir, ça ne donnera pas grand-chose si le reste de la population ne bouge pas. Vous pouvez dire ça. En tout cas, que ce ne sera pas suffisant et que ça nécessite effectivement, disons, une évolution complète du style de vie. On est d'accord avec ça. Maintenant, en fait, moi, je connais certains grands émetteurs qui réfléchissent non pas à dire demain matin on ne fournit plus d'énergie, mais qui sont en train de réfléchir, tout en étant dans les énergies fossiles, à d'autres manières de fournir le service énergétique. Et là, on rentre, je vous dirais, dans la, on va peut-être pas appeler ça la mécanique, mais en tout cas dans la manière de faire. Mais ce que je dis n'exclut pas du tout le fait que tout un chacun va devoir aussi modifier ses habitudes. Mais ce que je dis, c'est que il y a en ce moment des responsables dans la manière dont le système fonctionne et que ce sont ces responsables-là qu'il faut d'abord cibler pour agir. Et que là, en ce moment, on cible énormément les individus et que pendant ce temps-là, les acteurs pour lesquels, dont les actions pourraient faire une grosse différence, ils ne sont pas assez ciblés. C'est ce que je mentionne. Plutôt une question d'un nouvel système économique. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, ça revient à ça. On est tout à fait d'accord. Donc, alors juste, de toute façon, il ne m'en reste pas pour beaucoup de temps. Donc, en conclusion, justement, en conclusion, la question que je pense qui est posée, puis d'ailleurs votre intervention va tout à fait dans ce sens-là, c'est est-ce qu'on a ce qu'il faut comme société, même comme espèce, pour faire face à ce grand défi que sont les changements climatiques, mais de façon plus générale, l'intégrité de l'environnement. Et là-dessus, ce qu'on voit, en tout cas dans plusieurs recherches, et même dans certaines recherches en psychologie, c'est que ce n'est pas certain qu'on est capable d'intégrer dans notre système de gouvernance et dans notre système de gestion, à l'échelle de la société, des considérations aussi fondamentales que maintenir les conditions de survie de notre espèce, parce qu'on est motivé par, vous avez parlé de confort tout à l'heure, c'est une façon peut-être rapide de le mentionner, mais on est motivé par beaucoup d'éléments qui ne correspondent pas aux impératifs auxquels on fait face actuellement. Donc, de maintenir la vie dans 2 siècles, 3 siècles, alors que nous, comme êtres humains, on avait au départ des préoccupations de société de 15 individus. Donc, c'est comme ça que notre cerveau s'est développé. Et là, en fait, on devrait être en mesure d'intégrer dans notre façon de fonctionner au jour le jour des considérations qu'on n'est peut-être pas en capacité de mobiliser. Et donc, la question qui peut se poser, c'est est-ce que le droit est un outil suffisant? Le droit, je pense que dans le contexte de l'espèce humaine, je pense que c'est un outil incroyable parce qu'on est capable de se sortir de notre propre nature, mais en même temps, il n'est peut-être pas suffisant pour faire face à ce à quoi on fait face aujourd'hui. Donc voilà, c'était mon commentaire. Merci.